Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Vous allez assister dans quelques instants à une reconstitution d'un groupe de para-britanniques du 9e bataillon se préparant à sauter sur la batterie de Merville. Les équipements et le matériel sont d'époque, ou tout au moins sont refaits comme en époque. Derrière vous, vous avez l'avion, tout au moins le modèle C-47 Skytrain, qui a largué les parachutistes américains à Sainte-Mère-l'Église pour cet avion, et sinon des avions que vous appelez, vous, Dakota, Douglas Aircraft Corporation Transport Aircraft, qui sont les mêmes types d'avions qui ont largué les para-britanniques au-dessus. Ces avions pouvaient emporter jusqu'à 27 personnes, pouvaient emporter 22 brancards en évacuation sanitaire, presque 4 tonnes de matériel, 2 jeeps suivant les modèles d'avions. Et pour certains sauts, les parachutistes pouvaient être accompagnés de gaines que vous pouvez voir sous le ventre de l'avion. Ces gaines étaient délestées quasiment instantanément en même temps que les parachutistes allaient être largués. Vous en avez une juste devant vous. Vous verrez tout à l'heure, au moment où les parachutistes seront largués, le container qui se trouve juste en dessous de la porte sera délesté, puis ensuite les parachutistes suivront. On pouvait également, avec ce type d'avion, tirer des planeurs. Vous avez une corde qui se trouve attachée derrière l'avion, vous en avez une autre ici devant vous. Elle était équipée d'un système d'émerillons à chaque extrémité et surtout d'un fil radio qui permettait d'avoir la communication entre l'avion et le planeur. Je vais maintenant laisser la parole au chef de stick qui va vous présenter ses hommes et son matériel. Messieurs, dames, bonjour. Donc l'association France 44 va vous faire la présentation d'un stick de parachutiste anglais qui va se préparer à sauter dans la nuit du 5 au 6 juin sur la Normandie. Donc là, en l'occurrence, ce sont des parachutistes de la 3e brigade de parachutistes qui est composée du 8e bataillon, du 9e bataillon de parachutistes, ceux qui vont sauter sur Merville, et de parachutistes canadiens du 1er bataillon de parachutistes canadiens. L'équipement du parachutiste est un petit peu différent d'un soldat d'infanterie. C'est mieux. Le pantalon d'uniforme est en drap de laine. Après, ils sont équipés d'une veste camouflée, donc la veste de saut, qui est garnie de différentes poches pour pouvoir mettre tout un tas de choses, munitions, rations, grenades, etc. Et d'un casque de parachutiste avec soit une jugulaire en cuir ou une jugulaire en web. Ce qui permettait au saut d'éviter de perdre son casque. Les équipements vont être différents en fonction des missions de chaque parachutiste et de leur spécialité. Entre les hommes du génie, de l'artillerie, des transmissions, du fantassin de base, les équipements peuvent varier. Leurs équipements vont être soit portés sur eux et ils vont porter donc par-dessus pour camoufler, enfin pas pour camoufler, mais pour maintenir l'équipement et éviter qu'à l'ouverture du parachute, tout se mêle dans les suspentes. Ce qu'on appelle une oversmoke, qui permettra de mettre tout le matériel en sécurité. À défaut, sinon ils vont avoir des sacs qui seront accrochés à la jambe, donc c'est les fameux leg bags, qui vont contenir leurs armes et tout leur équipement de combat. Pour un parachutiste britannique de l'époque, on est entre 65 et 75 kg pour le poids moyen. Avec tout le matériel qu'ils ont, entre le parachute, le leg bag, tous les équipements, le poids peut doubler. En fonction de leur spécialité et de l'équipement qu'ils vont emporter, ils peuvent augmenter leur poids entre 60 et 80 kg. Le problème majeur d'une opération aéroportée, plus on largue des hommes hauts, l'avion, lui, quand on largue des personnels, il continue à avancer. Donc plus on largue haut, plus le stick, donc les hommes vont être disséminés. Donc généralement, les sauts d'entraînement, c'est 350 mètres à peu près. Pour les opérations de guerre, on largue les hommes à peu près à 200-250 mètres. Certains vétérans nous ont avoué avoir été largués entre 100 et 120 mètres. Entre 100 et 120 mètres, de la sortie de l'avion au sol, c'est 30 secondes. Un des équipements intéressants pour le parachutiste, c'est le sac de jambes, donc le leg bag, qui est muni d'une corde de peu près 15 à 20 mètres,
et qui est accroché au parachute. Ce qui va être très utile pour eux, c'est surtout pour les sauts de lit, parce que pour les sauts de jour, on voit à peu près où on atterrit, mais pour la nuit, malheureusement, il va falloir se guider à l'oreille. Si ça fait boum, ça va. Si ça fait plouf, la procédure d'urgence va être très limitée. Malheureusement, beaucoup de parachutistes vont finir noyés, car que ce soit en secteur britannique ou en secteur américain, les Allemands ont inondé tous les marécages et tout ce qui pouvait recevoir des parachutistes. Donc tous les champs peuvent soit avoir des obstacles pour empêcher les planeurs de se poser et de s'éventrer. Et la plupart des zones marécageuses ont été inondées pour que les parachutistes ne puissent pas atterrir. Pour qu'un parachutiste se noie, il n'y a pas besoin d'une très grosse profondeur, 2,50 m, 3 mètres grand maximum, c'est malheureusement suffisant pour noyer quelqu'un. S'ils n'ont pas eu le temps de faire leur procédure de mise en sécurité au moment de l'impact du sac de jambes, le fameux plouf, le parachute va leur tomber sur la tête, les suspentes vont commencer à s'en mêler, l'eau va s'engouffrer dans la voile, et pour eux, malheureusement, la mort c'est quasiment instantané. Au niveau de l'équipement du parachutiste, le parachute britannique, contrairement au parachute américain, le parachute britannique n'a pas de parachute de secours. Les Britanniques estiment que pour un saut de combat entre 150 et 200 mètres, enfin 250 mètres à l'entraînement, le temps est beaucoup trop court pour permettre d'extraire le parachute de secours et pour pouvoir essayer de se sauver le mieux possible. Donc ils n'ont pas créé au moment de la fabrication des parachutes, de parachutes de secours. C'est bien après la fin de la Seconde Guerre, que les Britanniques vont utiliser des parachutes de secours. Donc malheureusement pour eux, si la pilleuse de parachute la veille au soir a eu un chagrin d'amour, il y a une chance sur deux que ça ne s'ouvre pas. Bien, un petit détail pour les gens qui ne connaîtraient pas le fonctionnement d'un parachute. Les parachutistes montent dans l'avion et trouvent à leur disposition une sangle d'ouverture. Cette sangle est déjà accrochée sur le câble de parachutage. Et ensuite, au dos de leur parachute, ils ont une sangle avec un dé métallique qui va venir s'accrocher sur l'extrémité de la sangle. Comme ceci. Et ce mousqueton accroché sur le câble de parachutage. Le parachutiste va passer la porte, la sangle va se tendre, et puis il va venir ici tirer sur l'arrière du sac, arrachant une partie de la toile, libérant la voilure, puis les suspentes, rompant un système de fixation à l'intérieur, et le parachute s'épanouit 3 à 4 secondes une fois que le parachutiste est sorti de l'avion. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action humaine pour l'ouverture du parachute, si ce n'est de ne pas oublier d'accrocher sa sangle. Sinon, jusqu'au premier étage, tout va bien. Après, voilà. Donc les parachutistes, au commandement de leur chef de stick, s'équipent. Pour ce faire, ils se font aider, bien évidemment, d'une part, parce que c'est pas pratique de s'équiper seul, et d'autre part, le matériel est lourd. Il y a des procédures à respecter, des passages de sangle à respecter. Si le parachutiste est mal équipé, il se déséquipe, il se rééquipe. À l'issue, ils seront inspectés, c'est le terme, c'est-à-dire qu'en fait, le chef de stick va passer l'inspection, vérifier que tous ces hommes sont correctement équipés, et puis là commence la longue vie du parachutiste, c'est-à-dire l'attente. Les gens peuvent être équipés des heures avant de monter dans l'avion, soit parce qu'on attend la fenêtre météo, soit parce qu'on attend que la totalité des régiments soient équipés. Pour ce faire, ils s'assieront au sol, et les Britanniques, pour ce coup, ont des personnels qui viendront leur servir une tasse de thé ou une tasse de café. À l'issue, le commandement est donné embarqué, les gens se lèvent et s'aideront mutuellement à grimper dans l'avion. Vous remarquerez que la petite échelle
qui se trouve sur l'avion est la seule échelle qui permet de monter à l'intérieur du C-47. La première marche se trouve au moins à 50 cm du sol. Lorsque vous avez un sac à 50 kg accroché à la jambe, pour la lever, ça reste quand même quelque chose de périlleux. Puis une fois que les parachutistes sont à l'intérieur, ils vont s'asseoir sur l'emplacement qui leur sera désigné. Ils attacheront leur ceinture de sécurité et l'avion pourra décoller. Lorsque l'avion arrivera à proximité des côtes, les portes seront ouvertes. Puis ensuite, on demandera aux parachutistes de s'accrocher et de se préparer au saut. Donc, ils vont se lever, décrocher leur ceinture, contrôler leur équipement et ensuite se préparer à sauter. Pour toutes ces opérations, le commandement se fait par un système lumineux. C'est un voyant rouge qui s'allume dans la soute et qui donne l'ordre de préparation du passage. L'avion arrivera à la hauteur de la zone de saut et lorsque le navigateur annoncera au commandant de bord qu'il est vertical la zone, le voyant rouge passera au vert. Ce vert est un commandement, c'est un vert impératif. Les soldats sortent à ce moment-là. Une fois que tous les parachutistes sont sortis, eh bien, la personne qui est restée dans la soute rentre les sangles qui pendent par l'avion et l'avion retourne en Angleterre. Principalement pour aller chercher des planeurs ensuite. On estime à peu près à un peu plus de 800 avions qui ont survolé les plages pour larguer des parachutistes ou tirer des planeurs. Donc vous remarquerez que les armes, pour la plupart, soit elles sont entières accrochées à la jambe du parachutiste, soit elles sont démontées ou pliées et maintenues devant. Donc vous imaginez bien que si vous tombez à plat ventre, c'est pas un coussin. Les marais qui entouraient les zones de saut ont malheureusement été le cimetière des parachutistes. Pensez qu'un parachute qui reste gonflé vous maintient en traction et vous ne pouvez pas vous relever. Si vous êtes dans l'eau et que vous avez la tête dans l'eau, vous y restez. Voilà pourquoi il y a eu énormément de pertes suite au parachutage dans les marais qui entourent les zones autour de Merville. Alors, une petite explication de l'avion que vous avez derrière vous. C'est un avion américain qui n'a pas largué, lui, personnellement, des parachutistes au-dessus de la batterie de Merville, mais a largué 18 parachutistes de la 101e Airborne à Sainte-Mère-l'Église. Pourquoi 18 parachutistes, alors qu'on peut mettre 27 personnes dans cet avion? Eh bien, une fois que vous avez fait les pleins, il y a à peu près 3700 litres dans l'avion, une fois que vous avez les containers qui sont sous l'avion, où vous pouvez avoir à peu près un peu plus d'une tonne, eh bien, il ne vous reste plus beaucoup de capacité d'emport. Donc, la limite avait été fixée à 18. Les bandes noires et blanches que vous avez peintes sur le fuselage et sur les ailes sont appelées les bandes d'invasion. Elles permettaient au personnel au sol de ne pas confondre les avions alliés avec les avions allemands. Voilà. Il a existé aussi une intoxication, de manière à faire penser aux Allemands que certains parachutages avaient lieu à certains endroits de manière à démarquer les zones de parachutage. Ce fait, c'était ces petites poupées que vous avez tous vues dans le jour et qu'on avait appelées Ripper. Ripper était attaché à un tout petit parachute et des avions, quelques heures, enfin quelques minutes, même avant certains parachutages, ont largué des centaines de ces petites poupées, laissant croire aux Allemands que des opérations de masse avaient lieu à certains endroits. Bien, maintenant que les parachutistes sont équipés, eh bien, on va procéder à l'inspection. Donc, les chefs de stick vérifient dans un premier temps si le parachute est correct, si les sangles passent correctement au bon endroit et si le matériel est correctement attaché de manière à ne pas le perdre. Puis ensuite, eh bien, commence, je vous le disais, la longue attente des parachutistes, qui est effectivement la première vertu du para. Les parachutistes ne sont pas tous arrivés avec un parachute au-dessus de la tête.
les gens qui étaient dans les planeurs étaient aussi des parachutistes, il ne faut pas l'oublier. Wake up! Alors la position des mains sur le casque, c'est pas pour dire je me rends, c'est simplement pour permettre à la personne qui passe l'inspection d'avoir un visuel un peu plus facile sur les sangles qui passent sous les aisselles du parachutiste. Les containers dont on vous a parlé tout à l'heure peuvent être équipés de différents types de parachutes de couleurs différentes. La couleur permet de reconnaître le matériel qui est à l'intérieur du container. Donc il y avait une codification couleur avec des voiles rouges, bleues, vertes, blanches qui permettaient aux parachutistes, lorsqu'il faisait jour, de pouvoir trouver leur container et savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et lorsque les sauts s'effectuaient de nuit, ces containers étaient équipés avec des petites lampes de couleur correspondant à la couleur des voiles qu'il y avait au-dessus. Voilà, maintenant les personnels féminins de la Royal Air Force présentent aux parachutistes une petite tasse de thé, tout en leur souhaitant bonne chance pour leur petit voyage touristique. Ça fait fort. Bien, l'ordre a été donné, les sticks vont s'équiper, c'est fait, et bien ils vont se relever et c'est parti pour l'embarquement. Donc vous pouvez remarquer que c'est pas si facile que ça que de se relever. On est des fois obligé de se mettre à deux. Ouais, c'est sûr, hein. Comme il faut faire quand même de la peine. Puis ensuite, les largueurs vont monter à l'intérieur de l'appareil. Et les camarades qui les ont aidés à s'équiper, ben maintenant vont les aider aussi à embarquer à l'intérieur de l'avion. Les personnels vont embarquer. Vous avez remarqué que cet avion est équipé de deux grosses portes qu'on appelle les portes cargo, ce qui permet sur ce type d'appareil d'embarquer des matériels volumineux, tels que des jeeps ou des caisses. Là, les personnels embarquent par la porte dite porte para, qui se trouve, elle, à l'intérieur de la demi-porte de l'avion. Elle s'ouvre vers l'intérieur de l'avion, car on ne pourrait pas ouvrir une porte par l'extérieur avec la vitesse et le vent relatif de l'avion. Donc si vous voyez actuellement la difficulté qu'ils ont à embarquer, la difficulté à sortir de l'avion n'est pas si évidente que ça non plus. Les sacs sont larges, donc on pense grosso modo qu'il fallait 1 seconde, 2 secondes d'intervalle entre chaque parachutiste. Un avion volant à peu près à 50 mètres secondes, vous imaginez en larguant
18 personnes, l'élongation entre le premier et le dernier, ce qu'on appellera la dispersion. Celle-ci étant augmentée en fonction du vent, bien évidemment. Donc les containers qui sont à l'intérieur de l'avion, enfin sous l'avion, seront largués en même temps que les parachutistes. Ensuite, les commandements seront donnés, l'avion arrive sur la zone, il a traversé la Manche en ligne droite, il vient de passer au-dessus des côtes françaises, il commence à subir les premiers tirs de DCA, et les personnels à l'intérieur vont donner les ordres pour s'équiper et se préparer au saut. Le parachutiste, pour sortir, va être obligé d'effectuer un geste un peu particulier, c'est-à-dire qu'il va lancer sa jambe droite vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'en lançant sa jambe droite vers l'avant, la jambe va prendre le vent, puis il va lui faire une légère rotation, ce qui va amener le parachute face au nez de l'avion, et donc dans le sens correct pour l'ouverture. Ce qui fait qu'il n'aura absolument aucune sangle qui viendra passer devant lui, et il ne risquera pas de se retrouver enchevêtré dans son harnais avec sa sangle d'ouverture automatique. Puis ensuite, la sangle, elle, pendra derrière l'avion. Okay, gentlemen, welcome to the head. Stand up! Stand up, le commandement est donné, les personnels se lèvent. Hook up! Hook up, accrochez vos sangles d'ouverture automatique et vérifiez-les. Control equipment! Vérification de l'équipement. Chacun s'auto-vérifie et vérifie la personne qui est juste devant elle ou derrière elle. Suivant les avions, les câbles de parachutage sont soit au plafond comme celui-ci sur un C-47 américain, soit alors à la hauteur des bancs pour les avions britanniques. La personne qui donnera l'autorisation de saut, c'est le navigateur. Le navigateur donnera son point de relaxation au commandant de bord. Le commandant de bord allumera le vert. Vous les entendez actuellement dire au chef de stick qu'ils sont tous prêts pour le saut. Le premier à la porte. Et il n'a plus qu'à attendre la petite claque sympathique qu'il va prendre dans le sac et sortir de l'avion. Alors là, pour des raisons bien sûr évidentes de sécurité, on ne vous les fait pas tomber de l'avion. Mais vous remarquerez la difficulté, suivant l'équipement des parachutistes. Bien, maintenant on va vous montrer le délestage du container. En appuyant sur un système électrique, le container va se décrocher. Le container est lui-même équipé d'un parachute. Le parachute est dans un sac. Le sac est relié à une sangle d'ouverture automatique. En fin de compte, c'est comme un parachutiste. La sangle est accrochée au fond du container, au fond de la coque que vous voyez, et les parachutes s'ouvrent. Donc dans le même sens de largage, eh bien, les parachutistes n'auront plus qu'à courir, parce que c'est leur premier métier, de manière à rejoindre leur sac et leur matériel. Dedans, vous pouvez trouver de l'armement collectif, vous pouvez trouver des munitions supplémentaires, de la nourriture pour pouvoir durer dans le temps, du pétrole, du matériel santé, des transmissions, enfin tout ce qu'un combattant a besoin pour mener à bien sa mission. Les avions étant vides, ils font demi-tour et retournent vers l'Angleterre. Voilà, vous venez d'assister à une séquence à peu près complète. Savoir que pratiquement 800 parachutistes britanniques du 9e bataillon ont été largués aux abords de Merville pour attaquer cette base. 170 se sont retrouvés quelque part derrière l'avion, à quelques centaines de mètres, alors que plus d'armement lourd, plus de matériel lourd. Le chef se dit, la mission est sacrée, et ils sont montés à l'assaut de la batterie. 70 étaient encore debout à l'issue. Donc vous êtes ici sur leur terrain. Lorsque vous franchissez, que vous marchez sur ces pelouses, etc., eh bien peut-être qu'il y a encore malheureusement quelques morceaux de ces gens-là. Donc je vous demande de prendre conscience et de vous dire qu'ici c'est aussi un lieu de mémoire et en même temps de vous permettre de vous dire que ces gens-là avaient 20 ans et qu'ils ont sacrifié leur jeunesse pour que nous soyons libres. Merci beaucoup. Les personnes qui veulent prendre des photos, les sticks